Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine. L'avenir de l'agriculture au Québec est en péril. Tourisme Charlevoix fait le bilan de la saison estivale. La Société d'histoire de Charlevoix met Brian Mulroney à l'honneur. Quels sont les dossiers à suivre à l'île aux Coudres? La coop L'Affluent fête ses 5 ans. Et Guylaine Tremblay présente son spectacle « Je sais pas comment, je sais pas pourquoi » au Domaine Forget. Bonne émission! Les producteurs agricoles de tous les secteurs peinent depuis trop longtemps à joindre les deux bouts et le gouvernement ne répond pas aux demandes. Martin Ouellette en discute avec le président régional de l'Union des producteurs agricoles, Yves Laurencel. Yves Laurencel, bonjour. Bonjour. On apprenait cette semaine par communiqué, suite à un sondage que vous avez mené auprès de vos membres, qu'il y a au moins 10 % des entreprises agricoles au sens large là, qui vont avoir de la difficulté à faire leur paiement cette année. Qu'est-ce qui se passe dans le monde agricole? C'était une année désastreuse. C'était une année dans les... Je vous dirais que moi, ça fait 30 ans que je suis en agriculture, puis en 30 ans, on n'a jamais vu ça. Moi, j'ai parlé avec des gens qui fait 40, 45 ans, puis on n'a jamais vécu une année aussi désastreuse. Le gel du printemps, la sécheresse ensuite, les inondations. Les inondations. Oui, on sait de quoi on parle à Baie-Saint-Paul. La grêle, puis la pluie qui n'a pas cessé, puis après ça, qui a recommencé, puis là, un petit automne clément, puis dans Port-Neuf, le soya n'a pas fini de ramasser avec 4 pouces de neige qu'on a eu lundi. Alors, ça, c'est les conditions climatiques, je vais le dire, qui évoluent d'une année à l'autre. Oui. Mais on sent dans vos propos que c'est structurel aussi. Le système marche. C'est pas juste qu'on a eu une mauvaise année, c'est qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Là, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Le système, présentement, n'est plus adapté. Les programmes pour les producteurs pour couvrir ces aléas-là de la nature ne sont plus à l'image de ce qu'on vit aujourd'hui. Ils datent de quelles années, ces programmes-là? C'est des programmes qui ont plus de 40 ans. Là, ça date des années 70-80. Si vous voulez bien, reprenons ensemble, là, étape par étape, là, section par section, comment ça se passe en agriculture. D'abord, c'est quoi la situation des fermes laitières, selon votre vision à vous, à l'UPA? Les fermes laitières, présentement, là, c'est des gens qui ont investi beaucoup pour le bien-être animal, qui ont dû s'adapter pour les changements climatiques, qui ont dû s'adapter pour l'environnement. Automatisation aussi. Fait qu'ils ont dû faire les attentes sociétales, les ont quasi obligés à faire de grands investissements dans les dernières années. Ils ont fait des investissements à taux d'intérêt très bas. On sait, on a tous vécu les taux d'intérêt très bas. Ça allait bien. Crise inflationniste qu'on vit avec suite à la COVID, crise inflationniste, tout a parti en peur, les intrants, tout. Mais là, la situation financière des fermes laitières, là, elle se resserre. Là. Les taux se resserrent sur les fermes laitières. Mais c'est un secteur qui est hautement soutenu. Là, où il y a des assurances, il y a des garanties, il y a des fédérations, des fiducies qui veillent à ce que l'argent soit là puis qu'on puisse produire du lait au Québec. C'est pas un secteur qui est plus soutenu que les autres. C'est un secteur qui est sous gestion de l'offre. C'est pas pareil. Il faut pas mélanger les choses. La gestion de l'offre, c'est qu'il y a tant de lait à produire dans le Canada. Le Québec a sa partie. Puis, les producteurs de lait québécois ont leur quota avec un prix préétabli, puis ils doivent rentrer là-dedans. Par contre, l'augmentation du prix du lait de l'agriculteur, du producteur, ne suit pas l'inflation. L'augmentation du prix de l'essence, par exemple. Et voilà, c'est ça. Ça ne suit pas. Alors, on s'en va dans le déficit pour les fermes laitières. Oui, il ne faut pas se le cacher. Cet été, vraiment, c'est les maraîchers qui y ont goûté, par exemple. Dans le secteur maraîcher au Québec, là, quelle est la situation à l'heure actuelle? Est-ce qu'on reçoit l'aide qui est attendue depuis les inondations et avec l'été que l'on a eu? Encore une fois, vous me parliez tantôt des programmes. Les programmes datent de longtemps. La problématique, c'est que beaucoup de maraîchers n'étaient pas assurés. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup trop cher s'assurer pour une année de perte normale. Et je dis bien une année de perte normale. Une année de catastrophe comme cette année, bien là, où il n'y a rien eu, les producteurs n'étaient pas assurés. Ils ne s'assuraient pas dans une année normale parce que ça coûte trop cher. Une année comme cette année, ils n'étaient pas assurés. Il y a des producteurs qui ont tout perdu. Des producteurs, moi, je connais des producteurs de fraises qui ont perdu jusqu'à 3, 4, 5 millions de revenus. Des producteurs d'asperges avec la gelée au printemps qui ont perdu... Vous avez fait des demandes au gouvernement là-dessus pour les gens qui ont subi des pertes suite aux inondations, notamment, puis la mauvaise température. On est où dans le dossier? Est-ce que le gouvernement vous écoute? Non, on a su lundi, vous avez dû prendre comme nous, là, en stupéfaction, comme on dit. Là, on était vraiment découragés quand il a sorti un article sur la presse qui disait que M. Lamontagne, le ministre de l'Agriculture, venait d'annoncer que pour l'instant, il n'y aurait aucune aide pour le secteur maraîcher. C'est ce qu'on a vu passer. C'est ça. Est-ce que c'est la même chose pour le secteur des grandes cultures? On parle des céréales principalement, puis il y en a beaucoup, nous, ici en région. Là. Les grandes céréales, c'est pareil. Les grandes céréales, les gens sont un peu plus assurés. On appelle ça la SREC. Les gens on participe un peu plus à l'assurance. Okay. Par contre, on sait que le premier 15 % de perte,
qu'un producteur a, il doit l'assumer. Ça, c'est pas couvert. Ensuite, le producteur, il paye 40 de la cotisation. Donc, il faut que tu perdes plus de 60 pour avoir environ ton coût de production. Ça veut dire que ça paie les intrants, ça paie les semences que tu as mis dans le champ, ça paie les travaux. On balance le coût de production si tu as perdu 60 de ta production. Oui, c'est ça. Il faut que tu perdes plus de la moitié. Tu ne fais pas d'argent, mais tu n'en perds pas. Non, puis tu ne fais pas tes paiements non plus. Et tu ne fais pas tes paiements non plus. Tu ne fais pas tes paiements non plus. Et là, est-ce que le gouvernement doit encore intervenir là-dessus? Bien oui, il faudrait que le gouvernement intervienne là-dessus. Parce que moi, j'ai vu ici dans Charlevoix, des producteurs, on a fait une sortie, du blé germé dans l'épi, puis pas du blé renversé. Il a tellement mouillé, le blé est debout, la tige de blé debout, puis dans l'épi, le grain est en train de germer pour repousser. Moi, je n'ai jamais vu en 30 ans. Je n'ai jamais vu ça. Puis il y a des producteurs qui me disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça dans Charlevoix non plus. Ça va provoquer des prix à la hausse dans toute la chaîne alimentaire. On peut vraiment le dire comme ça. Mais est-ce que les producteurs ne réussissent pas à s'en sortir malgré tout? Non, les producteurs ne réussiront pas à s'en sortir. Il y a des producteurs... Moi, j'ai des producteurs qui sont venus nous témoigner à notre AGA la semaine dernière que s'il n'y a pas un aide pour ce qui s'est passé cette année, ils ne sont même pas capables d'acheter les semences pour l'année prochaine. Ça s'arrête là. Ce que vous me dites, c'est que l'agriculture, en général, sans un fort soutien du gouvernement, ça ne peut pas être rentable. Avec la crise ça ne peut pas être rentable. Avec la crise qu'on a vécue cette année, il y a des producteurs qui ne passeront pas. Parce qu'on a des jeunes fermes, on a des jeunes. Charlevoix, vous en rendez peut-être pas toujours compte, mais Charlevoix, vous êtes une des régions où il y a le plus de relève, puis qu'il y a plus de nouvelles fermes. Des jeunes qui sont établis. Donc, le jeune qui est établi... C'est ceux-là qui ne passeront pas au travail? C'est eux qui ne passeront pas parce qu'ils n'ont pas réussi encore à accumuler. Ça prend 4, 5, 6 ans à un démarrage pour commencer à faire de l'argent. Fait que ces jeunes-là n'ont pas commencé à accumuler ce qu'on appelle le vieux gagné dans le langage courant. Ils n'ont pas beaucoup d'équité derrière eux. Puis eux, ils ne passeront pas. Et là, je vous amène dans un autre secteur de l'agriculture, l'industrie porcine. L'industrie porcine, ça, c'est pire que pire de tout ce qu'on vient de discuter, si j'entends les propos de l'UPA, en tout cas. C'est pire que pire. Qu'est-ce qui arrive? L'industrie porcine, la façon que ça fonctionne, il y a un coût de production qui est calculé pour l'ensemble de la province. Ouais. Puis, on a ce qu'on appelle dans le coût de production les cultures associées. Ça veut dire qu'il y a des producteurs de porc dans le centre du Québec, dans Montérégie, qui vont produire des céréales. Ils vont produire du maïs avec des rendements à 10, 12, 14 tonnes à l'hectare. Ils vont faire du soya avec des rendements énormes. Oui. Puis, on a des producteurs de Charlevoix, qu'eux font des petites céréales, ce qu'on appelle les petites céréales. Blé, soya, orge, un peu d'avoine, ces choses-là. Puis, ils vont faire du blé pour la farine, mais ce n'est pas les mêmes prix, ce n'est pas les mêmes rendements à l'hectare. Donc, quand tu prends ces cultures associées-là, oui. Puis nous, on a une douzaine de producteurs de porc dans Charlevoix, donc il y en a peut-être un qui est sondé sur l'ensemble du Québec, puis tous les coûts de production sont sondés dans les autres fermes à la grandeur de la province, bien, ça vient disproportionner la réalité de ce qu'on vit pour produire dans Charlevoix. Charlevoix, là, Je ne suis pas, là. Charlevoix, ce n'est pas les moins bons producteurs au Québec. Dans Charlevoix, on a un producteur qui a sorti meilleur éleveur dans le réseau coop. En termes de qualité de viande? En termes de rendement puis de coût de production. Okay. Il a sorti meilleur éleveur au Québec. Puis les gars de Charlevoix se classent dans les 25 meilleurs au Québec. Dans ce cas-là? C'est l'approvisionnement. L'approvisionnement céréales. Amener les céréales, rentrer les cochettes, sortir les cochons, les envoyer à l'abattoir. On est loin de tout. Donc, on s'en va vers un système qui va centraliser de plus en plus. De plus en plus des gros abattoirs, on n'en a pas en région. De plus en plus des grosses porcheries. Et puis ça va affecter directement les petits producteurs de Charlevoix. Ça affecte directement les producteurs de Charlevoix. C'est pour ça que nous, quand on a rencontré le gouvernement ce printemps, ce qu'on proposait au gouvernement, c'était d'avoir un modèle sur... la même assurance, mais sur un coût de production différent pour les régions périphériques versus le centre du Québec. Ça, le ministre responsable de la région... Il ne veut rien savoir. Il n'a même pas voulu vous rencontrer. Il n'a même pas voulu nous rencontrer, M. Julien, puis je le réitère aujourd'hui, on lui a envoyé une deuxième lettre la semaine dernière, et on n'a pas eu de réponse encore, mais la première, moi j'ai un email écrit noir sur blanc dans l'ordinateur qui dit « M. Julien n'a pas le temps de vous rencontrer, son agenda est trop chargé. » Fait que M. Julien, il mange 3 fois par jour. Il est responsable de la région de Charlevoix. Mais pour lui, ce qu'il y a dans son assiette, les gens qui amènent le manger de la nourriture dans son assiette, c'est pas assez important pour lui pour nous rencontrer. Bien, certainement que présentement, vous n'avez pas l'impression que vous passez après les employés du secteur public qui sont en négociation, après les investissements qui se font et puis des ouvriers à trouver ailleurs au Québec. Vous passez également après les questions d'intégration puis d'immigration puis tout ça. Moi, je vous dirais que... un peu bas sur la liste du gouvernement, vous ne pensez pas? Moi, je vous dirais que présentement, quand je regarde tout ce qui se passe, moi, je dirais qu'ils ne savent même plus qu'il se fait de l'agriculture au Québec.
Pour le gouvernement, aujourd'hui, là, c'est un dossier qui est rendu en dessous. On appelle ça la filière presse. Et vous allez faire quoi, M. Laurentzel, comme président de l'UPA? On va continuer de se faire entendre. Je vais continuer de faire comme je viens de faire ce matin. Il a fait des entrevues avec des télévisions comme la vôtre. Je vais continuer d'aller dans les médias, autant les radios, les journaux, pour réclamer qu'on nous écoute. Parce que présentement, on n'est pas écouté. Je vous remercie d'être venu nous voir ce matin. Ça fait plaisir. Tourisme Charlevoix a déposé récemment son bilan pour la saison estivale. J'en discute avec le directeur général, Michel Dion. Michel Dion, bonjour. Bonjour. Donc, Tourisme Charlevoix a déposé récemment le bilan des activités estivales 2023. Une saison qui est, somme toute, assez bonne, malgré quelques encombres. Ce serait quoi un peu le portrait de cette dernière saison? Je pense que vous avez très bien placé ce sujet. C'est certain qu'il y avait beaucoup d'éléments qui jouaient contre nous. Bon, tout d'abord, évidemment, les inondations qu'il y a eu en début de saison. La météo n'a pas été de notre côté. Il y a eu évidemment il y a la situation de l'inflation. Et finalement, il y avait des éléments, je vais dire, comme par exemple la grève au casino qui jouait évidemment contre nous. Mais somme toute, on doit dire là, qu'on a connu quand même une très, très bonne saison touristique dans les circonstances. Tout d'abord, au niveau du mois de juin, ça a été, hormis celui de 2018 où il y avait eu le G7, ça a été un excellent mois de juin avec 50,2% de taux d'occupation, soit 4,5 points de pourcentage de plus que l'année dernière. Et le mois d'août a été en augmentation aussi de 4 points de pourcentage par rapport à 2022, ce qui est une des plus importantes hausses du Québec. Donc, en tout et partout, là, le parc hôtelier de la région a connu une hausse de 8 points de pourcentage aussi en mai, malgré les inondations au début du mois de mai. Donc, malgré tous les éléments qui jouaient contre nous, je pense qu'on doit quand même être assez satisfait du résultat. Puis je pense aussi qu'il faut souligner le retour de la clientèle internationale qui avait été absente aussi dans les dernières années. Ça, je pense que c'est un autre point positif. Là, oui, c'est une cliente qui vient, une clientèle, pardon, qui vient parfois un peu plus tard aussi dans l'été. Hein. C'est septembre, octobre, on voit beaucoup là, les autobus qui reviennent de plus en plus. Avez-vous des chiffres pour cet automne aussi ou pas encore? Oui, absolument. Comme vous l'avez dit, c'est une clientèle qui vient plus tardivement. C'est une clientèle généralement qui va rester un peu plus longuement. C'est une clientèle aussi généralement qui va dépenser un peu plus. Donc, c'est sûr que c'est une clientèle qui est assez intéressante pour les entreprises touristiques. Présentement, j'ai les chiffres du mois de septembre, puis je peux vous dire que ça a été spectaculaire. Oui. On a eu un taux d'occupation là, de 66,5%. C'est vraiment un taux record là, pour le mois de septembre. Le plus haut qu'on avait eu, c'était septembre 2021 où on avait eu 63%. Si on regarde la moyenne des 20 dernières années, c'était environ 49%. Donc, on voit vraiment qu'il y a comme une migration, si je peux dire, de la clientèle, des gens qui viennent un peu plus tardivement puis qui viennent profiter de notre magnifique région là, pendant la saison des couleurs. Tant mieux. On se souvient aussi qu'il y avait une belle offensive là, de promotion de la part de l'ATR là, suite aux inondations, justement, là, pour dire aux gens, on est toujours là, on est ouvert, on existe encore. Ça a porté fruit. Oui, absolument. C'est certain que, évidemment, c'est un écosystème d'initiatives. Il y a tout ce que les membres font aussi. Donc, c'est certain que cette campagne-là a joué un rôle. Mais, évidemment, on est quand même très, très, très content du résultat. Puis de l'automne aussi, on a eu quand même de la température qui était plus clémente cet automne. Puis on a vraiment vu, bon, évidemment, nos Québécois, nos fidèles touristes qui sont là, mais aussi les Ontariens, les Européens qui ont été quand même assez nombreux. Est-ce qu'on voit des différences au niveau des habitudes de consommation des visiteurs, par contre? Est-ce qu'on a plus tendance à aller vers des hébergements à prix modique ou de la consommation plus rapide ou gratuite? Bien, c'est certain qu'on a remarqué cette... je parle que c'est un bon été, mais ça a été, je pense, un été qu'il faut le dire quand même assez inégal. C'est pas partout sur le territoire nécessairement là, que l'affluence s'est faite sentir de la même façon. Et on a observé, par exemple, au niveau des attraits, des baisses qui étaient quand même marquées chez certains attraits. Donc, je pense que ce qu'on peut... Peut-être la déduction qu'on peut faire, c'est que dans un contexte inflationnel, les gens ont quand même pris des vacances, mais ils ont potentiellement moins dépensé à destination.
Donc, possible qu'il y ait, par exemple, moins été au niveau de la restauration ou moins été, par exemple, au niveau des attraits ou dans les commerces, etc. Donc, les gens ont cherché peut-être les bonnes affaires et tout. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement de données extrêmement probantes pour valider ça, mais c'est quelque chose qu'on a quand même senti là, dans le contexte économique qu'on est. Il y a eu aussi un programme mis sur pied là, pour répondre aux besoins de main-d'œuvre, le programme d'emploi jumelé. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça fonctionnait, puis si ça a bien fonctionné cet été? Oui, en fait, c'est un programme en partenariat avec le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme et le ministère du Tourisme. En fait, l'idée est très, très simple. C'est de prendre des entreprises à caractère estival, des entreprises à caractère hivernal et voir si on n'est pas capable de mutualiser des ressources pour avoir des employés qui travaillent à l'année et donc réduire l'enjeu de l'emploi saisonnier. Donc, au début, l'objectif du projet pilote, c'était d'avoir je veux dire 5 maillages, donc 10 entreprises. Puis maintenant, on n'est plus en phase pilote. Là. On est rendu avec 13 entreprises participantes, 47 emplois qui sont ouverts au jumelage. Ah, tout de même, oui. Au moins 7 jumelages qui ont été officiellement créés, qui sont présentement à combler. Puis on a une panoplie là, d'entreprises qui sont participantes et tout. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est quelque chose là, qui est quand même très, très, très intéressant. Puis, quand on parle en pénurie de main-d'œuvre, qu'il faut innover, ben ça passe par exemple des projets comme ça, où nous, par exemple, on a mis une ressource dédiée à l'interne pour Tourisme Charlevoix pour se pencher spécifiquement là-dessus. Donc, bref, c'est un projet qu'on trouve super intéressant parce que ça sort un petit peu du lot puis ça permet d'atteindre des cibles importantes pour notre organisation. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, justement, la mutualisation, autant des ressources humaines que matérielles, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, qui semble être une bonne solution à plusieurs problèmes. Ça fait d'ailleurs partie des projets là, que vous soutenez avec vos différentes aides financières. Donc, on a l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme et l'entente de développement touristique et événementiel de Charlevoix. C'est quoi les projets que vous soutenez là, avec ces deux aides-là? Pour la deuxième, l'entente événementielle, plus connue sous l'acronyme EdTech, c'est une aide qu'on a en partenariat avec la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est. Et en fait, en quoi ça consiste, c'est vraiment de soutenir le dynamisme événementiel dans la région. Donc, oui, évidemment, on va soutenir des événements comme par exemple le festif et tout, mais on va aussi soutenir des événements, le triathlon, etc. Dans toutes les sphères possibles. Exactement. On a quand même des sommes, je dirais, considérables. Présentement, c'est 160 000 par année, mais on augmente un petit peu l'enveloppe, je vous dirais, chaque année. Tandis que l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme, ça, c'est notre plus grand fonds. Ça représente 3,7 millions sur 3 ans, puis c'est en partenariat avec le ministère du Tourisme. Donc, là, en fait, le concept, là, c'est vraiment plus dans, je vous dirais, le développement de produits, mais aussi la transformation numérique. Donc, c'est du soutien financier. Au niveau du fonctionnement qu'on parle du numérique, dans l'administration des entreprises ou dans les offres de services? C'est comme par exemple, je vais vous donner un exemple de, par exemple, des bornes interactives qui pourraient être installées pour remplacer un peu des réceptions ou des différents systèmes qui pourraient permettre de bonifier l'expérience client. C'est le type de choses qu'on peut soutenir, c'est de la subvention. Et vraiment, c'est notre fonds, je dirais, principal pour soutenir vraiment le dynamisme dans le développement de produits. Donc, beaucoup de projets dans les dernières années ont été soutenus. On a d'ailleurs récemment annoncé qu'on avait accordé 1,4 million à 26 projets suite aux deux premiers appels à projets. Donc, vous voyez que c'est quand même des sommes considérables, mais qui montrent aussi tout le dynamisme des entreprises sur le terrain.
Oui, exactement. Pour terminer, Michel, on se souvient que lors de l'annonce de votre plan d'action stratégique des prochaines années, briser la saisonnalité, c'était un point important pour vous. On en est seulement à la première année de ce nouveau plan-là, mais est-ce qu'on a déjà des choses en place qu'on voit à l'avenir pour briser un peu la saison morte dans laquelle on arrive? Bien, je pense que déjà, ce qu'on a discuté là, tantôt, là, comme quoi on voit que l'automne commence à être de plus en plus populaire, agit déjà dans ce sens-là. C'est sûr qu'on a aussi dévoilé notre nouvelle planification marketing où, par exemple, les gens vont pouvoir voir que dans la balance des investissements, on met plus d'efforts qu'avant vers les saisons moins achalandées, donc dans la répartition un peu des budgets marketing. Mais c'est sûr que je vous dirais la planification stratégique, c'est un ensemble de paniers, de chantiers qu'on a déjà attaqué. Si je prends par exemple tout le volet développement durable, bien, déjà à l'intérieur de nos fonds, on a mis de l'éco-conditionnalité qu'on appelle, comme quoi qu'il y a un pourcentage du montant que tu peux recevoir qui est conditionnel à la note que tu vas avoir en développement durable. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en cours là, au niveau de la planification. Puis, on va pouvoir annoncer tout ça, je vais dire, le bilan un peu de la première année à notre prochaine Assemblée générale annuelle. Qui aura lieu? En avril 2024. En avril, donc au printemps prochain, on aura des nouvelles là-dessus. Merci beaucoup, Michel Dion. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. L'ex-député de Charlevoix et premier ministre Brian Mulroney fait l'objet de la dernière revue de la Société d'histoire de Charlevoix et d'une exposition à la bibliothèque de la Malbaie. Nous y avons rencontré l'historien Christian Harvey qui nous en dresse un portrait. Brian Mulroney élu dans Charlevoix, qui était important, une présence importante. Brian Mulroney est, d'après l'historien Christian Harvey, un des 10 plus grands premiers ministres que le Canada ait connus. Il a d'ailleurs beaucoup apporté pour la région de Charlevoix et c'est ce qui fait l'objet de cette exposition à la Malbaie. On est en ordre chronologique dans l'espace ici. Ça serait quoi là, les faits saillants qu'on a devant nous? Oui, bien alors on a la victoire le 12 novembre 88. Alors à ce moment-là, il part en autobus de Québec, il arrête à la Malbaie. Une grande présentation. Alors, c'est la seule fois qu'il est venu dans Charlevoix pendant la campagne électorale. Alors, un événement, l'école Félix-Antoine Savard, maintenant qui a cessé d'exister. Oui. Et c'était un grand événement, plusieurs présentations. Candidat en 84 dans Manicouagan, il est élu dans Charlevoix suite à la réforme de la carte électorale de 88, avec une victoire éclatante de tout près de 30 000 voix de majorité. Alors, on voit quand même beaucoup d'engouement, les gens étaient présents, il y avait une fièvre, là, on sentait quand même la victoire. Ici, c'est l'inauguration de son bureau de comté. Alors, c'est la première fois qu'il est venu après sa victoire, le 8 mai 89. Alors, beaucoup de gens... Qui était à la Malbaie, là. Oui, qui était à la Malbaie, où maintenant c'est la boutique La Source, là. On connaît un peu le bâtiment, là. C'était un événement important qui avait rencontré les élus de l'époque, qui était à la première rencontre. Contrairement à la tendance plus industrielle de l'époque, Mulroney a beaucoup apporté sur les plans environnementaux et culturels. Alors, c'était le début, la réserve mondiale de la biosphère qui avait été inaugurée. On a fait un panneau à cette époque-là en 89. Okay. Alors, marqué, lui, on dit que ça a été l'un des premiers ministres canadiens les plus verts, là, qui a vraiment des politiques qui ont marqué vraiment le développement écologique. Qui devait être avant-gardiste pour l'époque. Oui, très avant-gardiste, là. Beaucoup de politiques nouvelles, comme le libre-échange, qui est vraiment un élément majeur. On doit ça à Brian Mulroney, les tentatives de Lac-Meech, de Charlottetown, l'introduction de la TPS, la lutte contre l'apartheid, qui était une position très, très forte de Brian Mulroney. En 1993, on parle d'environ 100 millions de dollars qui ont été investis dans la région de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord. Il y avait évidemment
beaucoup de choses à faire. Il ne venait pas à chaque semaine dans la région. Mais quand on voit, bon, par exemple, les 4 grands projets qui ont été appuyés par M. Mulroney, bon, on parle de la construction du musée de Charlevoix actuel, alors du centre d'exposition, maintenant le musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. On parle également des premières remontées mécaniques au massif de Petite-Rivière-Saint-François et la salle de concert au domaine Forgette. Alors, c'est 4 institutions touristiques et culturelles de Charlevoix très importantes. Alors, ces projets-là n'auraient jamais pu vraiment se concrétiser sans l'apport financier du gouvernement fédéral. Et c'est beaucoup la présence de Brian Mulroney qui ont rendu possible ces projets-là. Alors, il participe beaucoup des activités culturelles, bon, le symposium de Baie-Saint-Paul. Saint-Aubin. Il sera également au domaine Forgette, là, qui était beaucoup à la recherche de construire un bâtiment, une salle de concert à l'époque. Alors ici, il est justement avec le président de l'époque, qui était Martial Asselin, qui est devenu lieutenant-gouverneur par la suite. Okay. On le voit avec sa famille, Mila et tous ses enfants, et Caroline également, qui est devenue ministre actuellement en Ontario. Souvent présent dans Charlevoix, notamment lors de la Saint-Jean-Baptiste, c'est aussi ici qu'il vit une grande déception dans sa carrière. Le 24 juin 90, c'est la mort du lac Meech, et il était à la maison Gabriel Roy à Petite-Rivière-Saint-François. Un grand événement, il avait mis beaucoup d'efforts à faire passer l'accord du lac Meech, qui donne un statut particulier au Québec, et malheureusement, son projet est tombé à l'eau, alors il était dans Charlevoix à ce moment-là. Malgré les reproches de patronage venant de l'opposition ou les scandales de pots de vin qui ont marqué la fin de sa carrière politique, la Société d'histoire veille plutôt à mettre de l'avant l'audace et les bons coups de Mulroney. Ce numéro-là, cette exposition-là, ça permet de faire un tour complet, de dire, bon, c'était quand même important. Moi, je dis beaucoup avec Rodolphe Forget, probablement c'était un des députés de Charlevoix sur la scène fédérale qui ont eu la plus grande importance au niveau des projets qui ont été amenés dans le milieu. Alors, un moment important, justement, l'inauguration du centre d'exposition à Baie-Saint-Paul, tout près de 2 millions de dollars qui avaient été donnés par Mulroney. Alors, le magnifique bâtiment dessiné par Pierre Thibault. Là, oui, qui est maintenant le musée d'art contemporain. Musée d'art contemporain, exactement. Alors, belle aide. Qui était une récupération du cinéma. Absolument. On a récupéré le type de présentation. Évidemment, une architecture reconnaissable entre toutes maintenant. On avait donné des projets, par exemple, à l'hippodrome La Vallée, à Saint-Aimé-des-Lacs, et l'inauguration du musée de Charlevoix qui avait été importante. On reconnaît Dr. Dupuis, un certain Paul Desmarais qui était là à l'époque. Toujours présent, un ami proche d'ailleurs de Mulroney. Il allait souvent le visiter sur le boulevard des Falaises pendant l'été. Alors, c'est un personnage important. L'exposition et la revue rassemblent des photos de presse provenant du Fonds Plein Jour de Charlevoix, administré par la Société d'histoire. On avait un petit comité organisateur. On avait André Maltais, qui était un ancien député, justement, de Manicouagan, qui avait été battu par Brian Mulroney. On avait également Jean-Luc Dupuis et puis Serge Gauthier. Alors, on s'est dit, ça serait quand même intéressant. On est allé rencontrer des intervenants, dont le maire de la Malbaie. On s'est dit, bon, on va présenter un projet. C'est quand même important. On a eu un premier ministre du Canada comme député de Charlevoix. Alors, de fil en aiguille, bon, on a eu un peu le financement et on s'est dit, on va faire une exposition. On a beaucoup de photographies de toutes les visites de Brian Mulroney dans Charlevoix. Il ne venait pas très souvent, mais à chaque fois qu'il est venu, on avait des photographies. On s'est dit que ça serait bien de faire une belle présentation des photographies qui étaient prises en grande majorité par Pierre Rochette, le bien connu photographe. La revue présente les hauts et les bas de la carrière de Mulroney, ainsi que l'histoire du comté électoral fédéral de Charlevoix jusqu'à aujourd'hui. Alors, bon, sa dernière visite dans Charlevoix, le 6 juin 1993, fait intéressant. C'est Caroline Desbiens qui chantait à cette occasion-là, qui est maintenant la députée de Charlevoix. Alors, ça fait un lien à travers ça boucle la boucle. Exactement. L'exposition Brian Mulroney, un premier ministre canadien dans Charlevoix, est présentée jusqu'au 3 décembre à la bibliothèque Laure Conan de la Malbaie. Et le numéro 106 de la Revue d'histoire de Charlevoix est disponible sur le site de la Société d'histoire. Le maire de l'Île-aux-Coudres, Christian Dufour, était dans nos studios afin de faire le tour des dossiers qui concernent sa municipalité. Martin Ouellette l'a rencontré. Christian Dufour, bonjour. Bonjour. On va faire ensemble la tournée de quelques dossiers d'actualité à l'Île-aux-Coudres. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Un plaisir. On ne peut pas parler d'Île-aux-Coudres sans parler, bien sûr, de la Société des traversiers. C'est pas évident, Monsieur le maire. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Surtout de ce temps-ci, là, avec la réponse qu'on a eue, là, puis
pour dire que le projet allait être retardé encore de 2 ans. On parle de l'étude d'opportunité pour la réfection des quais. Là. Puis qui va recommencer dans 2 ans. C'est presque catastrophique pour nous autres. Là. Oui, parce qu'au-delà de la question, on va-tu à Saint-Joseph-de-la-Rive, on va-tu à Baie-Saint-Paul, le quai à l'île aux Coudres, ça ne marche plus. Là. Ben non, les quais sont finis. Là, ils les ont modernisés, réparés un peu. Là. Ouais. Mais c'est un plaster, là, parce que ces quais-là, à un moment donné, ils vont imploser. Là. Ils sont partis à caler par en dedans. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les quais ils ont été construits sur les vieux quais, qui étaient des quais en bois. Des quais en bois. Donc, tout ça, là, c'est commencé à ramollir. À ramollir, puis la pierre sort, puis là, les quais... C'est pour ça qu'ils ont remis des plates là, sur les côtés pour essayer de les faire tenir. Mais au-delà de ça aussi, il y a la question des marées. Là. C'est de plus en plus compliqué également. Là. Si on veut refaire des quais, il va falloir repenser au complet le système, si je comprends bien. Absolument. Le niveau de l'eau monte tout le temps. Okay. Donc, puis avec les nouveaux bateaux qu'ils veulent avoir, c'est pas les mêmes normes de Transport Canada. Les francs-bords sont plus hauts, donc il faut que les quais soient plus hauts aussi. Les embarcadères ne feront plus parce que là, c'est injuste ce qu'ils font avec le Félix-Antoine Savard. Oui, c'est tout juste là déjà les embarcadères. C'est tout juste. Ils sont obligés de ballester, puis... Mais là, on nous dit, là, on va refaire les quais pour les nouveaux bateaux électriques qui sont prévus pour 2027, je pense, là, ce qu'ils nous ont annoncé. Ils nous ont dit 30, 20, des années... Jusqu'en 2030, possiblement. Oui, Est-ce que les quais vont tenir jusque-là, jusqu'à l'arrivée des nouveaux bateaux? Parce qu'ils disent qu'ils ont fait des nouveaux quais pour les nouveaux bateaux. Bien, les modernisations qu'ils ont faites pour les réparations qu'ils ont faites pour les quais, ils nous ont dit que c'était bon pour 10 ans. Là, ce qu'on a reçu comme information, c'est qu'ils veulent retaper encore les quais pour faire l'avenue des nouveaux bateaux. OK. Ils vont mettre encore combien de millions pour ça, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Donc, il va falloir qu'ils travaillent chez les embarcadères. C'est des vieux quais qui sont finis, ils sont à bout d'âge. Ils vont mettre comment 50, 60, 70 millions là-dessus encore pour arriver au bout de 10-15 ans qui sont finis. Alors, la solution, c'est quoi? On construit carrément un nouveau quai à côté? Y a-t-il d'autres endroits où on a assez d'eau pour construire un nouveau quai à côté à l'île aux Coudres? Oui, il y a assez d'eau. La problématique à l'île aux Coudres, c'est qu'il faut qu'il aille plus loin dans le fleuve, donc pour aller chercher de l'eau. Est-ce que l'étude va démontrer qu'ils ne seront pas capables de faire ça? Sans ça, ça va coûter une fortune. Puis, il va être obligé d'avoir du dragage. Et on ne pourra pas passer à côté du dragage parce que c'est ça. Donc, parce qu'il y a beaucoup de courant aussi à ce moment-là. Il y a beaucoup de courant. Avancer un quai dans le fleuve à ce moment-là, c'est pas évident non plus. Ben non, plus on s'en va au large, plus on est dans les intempéries. Puis, Mais dites-moi, M. le maire, est-ce que vous n'êtes pas un peu victime aussi du trop d'intérêt que vous avez manifesté à faire déménager le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive vers Baie-Saint-Paul? Parce que ce qui semble retarder, c'est pas la question du quai à l'île aux Coudres, c'est la question, c'est on met où le quai de l'autre côté? Puis on dit que les gens de l'île sont très enthousiastes à l'idée de se rapprocher de Baie-Saint-Paul. Non, le problème... Avez-vous l'impression que c'est un peu ça qui retarde tout le dossier? Non, pas du tout. C'est que... Le projet initial était de 500 millions environ, là, avec la route. Là, on est rendu à 1,2 milliard. Qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans pour qu'on soit rendu à ce montant-là? Ça n'a aucun sens, 1,2 milliard. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis. Là. On n'est pas capable de voir l'étude. On n'a pas été consulté. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont mis. Ils ont dans le communiqué, ils ont mis pour les besoins opérationnels de la STQ et les besoins du milieu. Nous autres, ce qu'on a besoin, là, c'est d'un quai avec une belle gare, fonctionnelle avec un beau stationnement pour... puis de la même chose de l'autre côté. Là. Maintenant, notre députée Karianne Bourassa nous a dit que la ministre des Transports, Mme Guilbeault, allait rencontrer les gens de la STQ prochainement. Là, ça se fait dans les prochaines semaines. Le 2 novembre, j'ai eu la confirmation. C'est quoi vos attentes par rapport à cette rencontre-là? Quelle réponse ça devrait vous donner, vous pensez, le 2 novembre? Nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi c'est rendu à 1,2 milliard. Oui. Puis je sais très bien qu'il y a eu une étude. Là, ils nous disent que c'est juste un projet. Ils ont étudié, c'est juste un projet. Ça fait 1 an et demi qu'ils sont sur un projet, parce que le 30 janvier 2023, Mme Guilbeault avait dit vous allez avoir les résultats de l'étude en octobre-novembre. C'est ça qu'elle nous a dit. On est arrivé au mois de juillet, au mois d'août. Non, là, c'est fini. Il faut refaire nos devoirs, puis on va recommencer à zéro. Ça veut dire que ça fait 1 an et demi, presque 2 ans, qu'ils étudient, puis on recommence à zéro encore.
C'est quoi qui s'est passé? Je me souviens, pendant la campagne électorale, vous nous avez dit, moi, là, j'ai travaillé à STQ, vous avez été ces bateaux et tout ça, et je vais être en mesure de bien vous servir en étant proche de la STQ et en sachant comment ça marche. Avez-vous l'impression que vous avez du bon service puis que vous en savez plus long que votre prédécesseur pouvait en savoir? Parce que j'ai l'impression que la STQ, c'est une boîte fermée qui ne parle pas grand monde, là. Bien, absolument. Et on a eu une communication, mais là, c'est coupé. Là, c'est coupé. Là, c'est coupé. Là, j'ai plus de discussion avec Mme Bédard. Tout est arrêté. On n'a pas d'informations. L'information que j'ai présentement, c'est à l'interne avec mes contacts que j'ai pour savoir ça. Mais officiellement, il n'y a plus de discussion. Ils sont venus nous rencontrer avec le CCR, le Comité consultatif régional, pour parler des enjeux de sécurité. Puis on les a posé la question, est-ce que les quais, ça va bien? Ils nous ont dit oui. 3 semaines après, on arrive, tout est arrêté. Puis au-delà de la question des quais, on en revient également à la question des traversiers comme tels. Là, le Svanøy, est-ce que ça peut naviguer pendant l'hiver, ça? Non, le Svanøy n'est pas construit pour naviguer l'hiver. Donc, vous vous retrouvez avec un bateau? Là, on est un bateau parce que le Joseph Savard, comme vous savez, il n'est pas prêt encore. Oui, mais ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans qu'il est en rénovation? Ça fait assez longtemps qu'on ne s'en rappelle plus. Oui, c'est pas drôle. Là, ça commence à être donc là, on doit-tu s'attendre que cet hiver, il y a un bateau pour l'île? C'est à ça qu'il faut se préparer? On est encore à -1. Cet hiver, on va avoir juste le Félix-Antoine Savard qui va être là. Puis si le Félix-Antoine Savard brise, donc c'est un bateau de Québec qui va descendre encore pour faire la navette. Puis il y aura de la rupture de service. Est-ce que ça a beaucoup nuit, cette situation-là, à ce que vous avez vécu cet été comme saison touristique? Parce que vous aviez 2 bateaux quand même cet été. Oui, cet été, ça a bien été. Comment, ça? Ça a bien été cet été. Okay. Ça a été correct. On a eu un bon service. L'industrie touristique est contente de son été chez vous? Oui. J'ai parlé avec Mme Dufour, Caroline Dufour, de CETIAC, puis c'est bon. Là. On a été correct. Ça a été quand même bien. Mais là, cet automne, ça va bien aussi, mais le Svanøy, comme vous savez, c'est un bon bateau, mais il n'est pas adapté pour notre service. Je comprends les capitaines des jours, quand ils vendent l'ordeil, puis avec ce qu'il y a de chaque côté, c'est pas évident. Là. Puis il ne peut pas aller sur la façade du quai non plus. Donc, c'est pas un bateau pour nous autres. C'est toute une question, toute une situation que d'être insulaire avec la Société des traversiers présentement. C'est pas évident, comme ça crée de l'insécurité dans la communauté, ça. Présentement, tout a commencé lorsqu'ils ont décidé de moderniser le Joseph Savard. Au début, moi, quand j'étais là, c'était 17-18 millions. Ouais, ils modernisaient la timonerie, salon des passagers, système de génératrice, ils retapaient un peu. Et on est rendu à combien? Là, ils sont rendus, je pense que ça frôle le 50 millions. C'est le 3/4 d'un bateau flambant neuf, là. Puis le bateau n'est pas encore là. Puis le bateau n'est pas là, puis le bateau, on ne sait pas si on vous promet des bateaux pour 2030 électriques. Oui. Donc. Pas évident, M. le maire. Non, c'est pas évident. Puis, parlons quand même des autres dossiers un peu dans la municipalité, là. Bonne chance, en tout cas, on va vous le dire comme ça. En espérant que le 2 novembre, avec Mme Guilbeault, vous ayez des nouvelles. Il y avait question de l'érosion des berges. Hein. Vous avez fait d'importants travaux l'année passée, de l'enrochement tout au long de la baleine. Là. Comment ça a tenu, puis comment ça s'annonce de ce côté-là? Bien, ça, c'était avant que j'arrive oui, à les travaux ça va très bien. Là, ça a tenu. Il reste encore une coupe de places qu'il faut réparer, là, parce que ça a lâché. Mais ça a très bien tenu. Là. Ça, c'est excellent. Et on parlait de revenir pour une piste cyclable avec ça. Comment ça se développe, la piste cyclable? Là? La piste cyclable, c'est qu'on a eu une rencontre avec les gens du Sentier de la Rive pour interconnecter le Sentier de la Rive avec qui va avoir de Baie-Saint-Paul à la Saint-Grégoire-de-la-Rive. Ça a l'air à se concrétiser de plus en plus. Ça a l'air avancé. Puis, ils sont venus nous rencontrer pour voir si on voulait embarquer pour continuer la piste cyclable qui pourrait partir puis s'en aller vers du côté nord de l'île. Si on part du quai, quand on embarque du traversier, au lieu de monter à la côte, on continue par le chemin de... Qui se fait à pied présentement, là. Ça passe un peu, c'est un peu de terrain privé, c'est pas évident. C'est pas l'idéal de passer là. Fait que là, ils pourraient faire ça, le chemin du... Après ça, on tomberait sur le chemin du mouillage, puis ça s'en irait jusqu'au chemin des Coudriers par l'autre bord. Ça serait une belle amélioration.
Alors, c'est ce qui est aligné de ce côté-là. Oui. On est vraiment en train de voir ce qu'on peut faire avec ça. C'est ça. Il y a une étude de M. Harvey là, qui vont faire ça, là, puis avec les ingénieurs pour la faisabilité de faire ça. En terminant, parlons un peu du dossier de l'eau potable chez vous. L'an dernier, avec l'été très chaud qu'on avait eu, il y a des gens qui ont manqué d'eau parce qu'il y a beaucoup de puits de surface à l'île. Comment ça a été cet été, ça, au niveau de l'environnement? Il y a une partie de l'île là, qui n'est pas... en fait, il y a du côté de Saint-Bernard et du côté de Saint-Louis. Oui. Puis de la Baleine aussi, qui ne sont pas sur le réseau d'Acadic. Mais cette année, on n'a pas manqué d'eau. On n'a pas manqué d'eau. OK. Mais vous savez qu'on n'est pas capable de prolonger le réseau d'Acadic et d'égouts parce qu'on n'est pas dans le périmètre urbain, puis on ne rentre pas dans les belles subventions que le gouvernement donne. Donc, il faut être absolument dans le périmètre urbain. Mais le périmètre urbain, l'Iocode, là, il est pas mal tout le tour de l'île. Hein? C'est une ville. Oui, on est pas mal tout centré à la même place. Là. Donc, c'est pas évident non plus pour entreprendre des travaux pour faire de l'aqueduc municipal là, à l'île. La situation va demeurer la même en espérant qu'il y ait de l'eau. Oui, on travaille encore là-dessus. Là. On va voir qu'est-ce que... Mais ça coûte cher. Là. On vous parlait de coûter cher. En terminant, M. le maire, vous êtes en période de préparation du budget? Oui. Le budget va être déposé quand, Nilogood? Est-ce que vous avez une date d'annoncer? Ça va être bientôt, là, fin novembre, dans ce coin-là. Au moment où on se parle, vous êtes rendu où dans les préparations du budget? Là, on est en train de tout ramasser nos projets qu'on va avoir. Là, ouais. Et, donc, il y a le projet du Bout-en-Bas qui est là. Oui, le parc du Bout-en-Bas, que vous avez un peu réaménagé cet été. Oui, temporairement. Parce que c'est un stationnement maintenant, c'est ça? Oui, il y a un petit stationnement temporaire parce que là, ça a fait fureur, puis ça va être beau. Les plans d'aménagement sont faits. On est en mode d'aller chercher des sous à différents ministères. Et, à ce moment-ci, pouvez-vous nous dire si oui ou non, il va y avoir des augmentations de taxes à l'île aux Coudes? Non, on ne veut pas là, aller dans des augmentations. Personne ne veut, monsieur. Personne ne veut, mais... dans les faits? Dans les faits, on ne veut pas. Là. On va, je pense pas qu'on doit aller dans l'augmentation de taxes, mais tout dépend des projets aussi. Là. Donc, puis des subventions qu'on va avoir. Mais ce qu'on comprend, c'est que la situation n'est pas si pire parce que vous pouvez envisager de tenir ça assez serré. C'est ça, en plein ça. Monsieur le maire, merci beaucoup. Pour le plaisir de faire la tournée des dossiers ensemble. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. La coopérative L'Affluent, qui opère le site du domaine à Ligorie à Petite-Rivière-Saint-François, fête ses 5 ans. Voici notre reportage. Tumultueux, intense, voilà les premiers mots qui viennent en tête des co-coordonnateurs lorsqu'il est question du parcours de la coop L'Affluent, et avec raison, car c'est tout un défi que la petite équipe a dû relever. Depuis à peu près une dizaine d'années, dans le fond. Le site ici du domaine Algorie, dans le fond, il était laissé à l'abandon depuis à peu près une dizaine d'années. Juste avant, c'était la corporation du domaine Algorie qui l'opérait. Puis les activités n'ont pas fait très long feu, malheureusement. Fait que ça nous a donné cette opportunité-là quelques années plus tard. Hein. La coopérative qui gère le domaine à Ligorie, situé au pied du massif de Petite-Rivière-Saint-François, fête ses 5 ans d'activité. Mais cela fait en réalité 6 ans que les administrateurs travaillent de façon active et soutenue à la revitalisation de ce lieu patrimonial. C'est un projet qui est né sur papier là, au départ, là, un peu comme plusieurs projets, mais à la différence, c'est qu'il n'y avait pas de lieu physique rattaché. Nous, l'important, c'était de pouvoir implanter le projet dans un milieu où il y avait une volonté qu'on le développe, ce projet-là. Puis en fait, c'est tombé entre les mains, là, pour faire une histoire courte, parce qu'on pourrait en parler longuement, là, mais c'est tombé entre les mains d'un agent de développement qui était Jérémy Provencher à l'époque, qui travaillait ici à la municipalité de Petite-Rivière, puis qui a vu une opportunité une concordance entre notre volonté puis ce qu'on pourrait faire ici avec le site. Fait qu'en 2016, on a rencontré des acteurs locaux, des citoyens, tout ça, pour présenter le projet puis évaluer la compatibilité. Puis c'est là qu'on nous a présenté le domaine à Ligorie. Le site, qui habitait à l'époque 3 maisons et une cabane à sucre, tous à l'état d'abandon, représentait une lourde tâche en termes de travaux de restauration et de mise en valeur du patrimoine. La participation des citoyens était donc essentielle à la réussite du projet. Bien, quand on est arrivé ici, dans le fond, à l'été 2017, notre première action, c'était vraiment on habitait, dans le fond, dans le lieu qui était
bon, disons, laissé à l'abandon, mais qu'on avait un petit peu aménagé là, pour pouvoir y vivre au début. Fait qu'on est vraiment à la rencontre des citoyens, à la rencontre des gens, des acteurs. On a fait plusieurs rencontres, on s'est impliqué dans le milieu pour apprendre d'abord c'est quoi aussi le domaine allégorie, qu'est-ce qui représente pour les gens, c'est quoi l'histoire qui est derrière. On s'est vraiment posé, on s'est intéressé aux gens, puis je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a un lien aussi qui s'est créé, quelque chose qui s'est développé. Constitués officiellement en 2017, les premiers services comme l'hébergement en mode auberge de jeunesse et le camping semi-aménagé ont commencé à l'été 2018. C'est par désir de préserver l'identité locale et l'énergie du lieu que l'équipe a travaillé fort pour préserver le maximum d'éléments possibles à travers les rénovations faites. Un seul bâtiment trop abîmé a été démoli. Les 3 autres sont maintenant complètement opérationnels. Les premières interventions qu'on a faites, c'est dans la maison Jean Noël que vous pourrez montrer en image. Oui. Qui est l'accueil, puis le café. Qui est l'accueil, puis c'est là qu'on Ouais. habitait, en fait. Au début, la première action qu'on a faite, c'est qu'on a adapté cette maison-là pour l'habiter, pour pouvoir travailler le projet pendant un moment. Parce que c'est ça, on avait tous lâché nos emplois professionnels là, pour travailler sur ce projet-là. Puis ensuite, on a rénové là, la maison Ligori là, c'est ça, au cours de l'année 2018, là, pendant plusieurs mois, là, dans le fond, jusqu'à l'ouverture qui s'est officiellement déroulée à la mi-juillet, je pense, 2018. Le volet acéricole a poursuivi pendant quelques années, mais quand même laissé à l'abandon. C'est vraiment en partenariat là, aujourd'hui avec la coop de l'Arbre, dans le fond, qui fait la transformation acéricole. Donc, c'est eux qui ont remis en marche la production. Okay. Puis nous, en 2019, on est arrivé vraiment avec le projet de cabane à sucre traditionnelle, les repas sur place, le volet un peu restauration, animation autour du temps des sucres sur le site du domaine allégorie. 5 ans plus tard, c'est un grand nombre de services qui sont offerts sur le site du domaine allégorie opéré par la coop L'Affluent. Comme on a dit tantôt, le café accueil. C'est aussi l'accueil pour le réseau de santé pédestre. Le café, l'accueil aussi pour l'hébergement. Donc, l'hébergement, on a une auberge de jeunesse, on a un camping rustique, des prêts à camper. Et on a la cabane à sucre aussi au printemps. Et depuis cette année, on a aussi l'escalade sur roche, des parois d'escalade d'initiation pour les enfants. Et pour tous. Okay. Et on a aussi la buvette qui s'opère, là, dans le fond, dans la cabane, 3 soirs semaine, vraiment en petite formule décontractée, c'est vraiment super. Puis on a aussi le marché public en parallèle, des activités communautaires, des activités culturelles. Inscrit dans un projet écotouristique, le lieu est devenu un centre important pour la communauté et compte maintenant plus d'une centaine de membres de Charlevoix, mais principalement de Petite-Rivière-Saint-François. Puis pour nous, l'écotourisme, c'est pas juste d'avoir un projet ancré avec l'environnement, c'est la façon dont on déploie le projet dans le temps, dans une communauté aussi. C'est sûr qu'on vit du tourisme, c'est notre moteur, c'est le moteur économique de la coopérative, c'est ce qui nous permet de générer des revenus, d'être autonome financièrement, mais en parallèle, de pouvoir développer ce projet-là avec la communauté, puis de générer de l'activité qui est destinée aussi à la communauté locale, c'est vraiment notre façon de faire depuis le début. Puis je pense qu'on a su quand même bien le démontrer puis bien le faire dans le temps. La coop veille maintenant à la consolidation du travail accompli et concentrera les prochains développements du côté des activités et des événements proposés. Le domaine Forget présentera bientôt le spectacle « Je sais pas comment, je sais pas pourquoi » de Guylaine Tremblay. Elle nous explique sa démarche au cours de cette entrevue. Guylaine Tremblay, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez nous parler aujourd'hui de votre spectacle « Je sais pas comment, je sais pas pourquoi » que vous allez présenter bientôt au domaine Forget de Saint-Irénée. Tout d'abord, parlez-moi donc, c'est quoi votre lien, votre attachement avec Yvon Deschamps? Ah, mon Dieu, ça remonte à très loin, hein, depuis que je suis une petite fille. Moi, la première fois que j'ai vu Yvon Deschamps, c'est par la télévision. Okay. Alors, je regardais ses spectacles à la télé, mais je comprenais pas tout, puis je comprenais pas les deuxièmes sens, mais ah, mon Dieu, que je trouvais donc qu'il avait l'air intelligent puis gentil. Tu sais, des fois, à la blague, je dis souvent que ça commence par un kick de petite fille, mon amour pour Yvon Deschamps, tu sais. Moi, je le trouvais beau, Yvon Deschamps. Oui. Je trouvais qu'il avait l'air tellement intelligent, tellement doux, tellement sensible, puis il était drôle. Je voyais mes parents rire, tu sais, je voyais mes cousins, mes cousines plus vieux rire, en tout cas, puis en vieillissant, ben là, je me suis attardée plus à ses textes puis à ses chansons que je trouvais tellement belles. Ça a développé l'amour, finalement, que vous aviez pour lui? Ouais. Ah oui, hein? Oui, puis en écoutant ses textes, oui, puis ses chansons, je me disais, oh, mon Dieu, c'est comme si c'était un professeur de vie pour moi, Yvon Deschamps, comme si, dans ses chansons,
il y avait des leçons de vie qui, moi, me servaient, qui, moi, m'aidaient. Donc, puis je l'admirais comme homme aussi. Tu sais, Yvon Deschamps, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué dans sa société, tu sais, qui a fait beaucoup de bénévolat, tu sais, pour le Chaînon pendant des années. Bon, tout ça, je me disais, quel être humain formidable. Alors, ça a toujours été comme un idole pour moi. Puis je me disais, un jour, j'aimerais ça, tu sais, faire les chansons d'Yvon Deschamps sur scène, mais bon, peut-être 10 ans de ça, je m'étais dit, il faudrait que je fasse un spectacle avec ça, mais là, tu sais, j'ai été 7 ans en prison avec Unité 9, hein, fait que ça retarde. C'est dur, c'est long. les projets. Oui. Mais justement, ça a Donc, été les quoi, choses s'enchaînaient. Le coup de pied au derrière là, qui a fait que finalement, vous avez dit, c'est maintenant, c'est le temps que je réalise ce projet-là? La pandémie. Ah! Bien évidemment, parce que, tu sais, moi, à la pandémie, comme tous les artistes d'ailleurs, tous nos contrats sont tombés à l'eau. Alors là, on avait plein de temps pour penser. Tu sais, ça a arrêté le 13 mars 2020, je me souviens. Puis au mois de mai, un matin du mois de mai, je me suis réveillée, là, mais avec complètement cette idée-là dans la tête en me disant, ben c'est le temps ou jamais. Guylaine, t'as du temps. T'as encore le goût de faire ça. Crée un spectacle. Crée ton spectacle. Oui, hein, ça a permis la création de beaucoup de beaux projets qui nous arrivent maintenant, finalement, cette pandémie-là. Oui. Comme quoi, il y a du bon dans tout, là, parce que moi, j'aurais pas eu le temps, j'aurais pas eu l'espace pour faire ça normalement. Donc, le spectacle s'est créé très rapidement avec mon ami Michel Poirier, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a fait des mises en scène de beaucoup de pièces de Tremblay que j'ai jouées. Tu sais, j'ai dit, je voudrais chanter les chansons d'Yvon, mais je pense qu'il faut que je me raconte aussi à travers ça, tu sais, que je raconte des moments charnières de ma vie qui seront accompagnés d'une chanson d'Yvon Deschamps qui viendront comme compléter le propos. Alors là, ben ça, c'est des histoires de mon enfance, de mon adolescence. Ça, c'est la première fois que je suis sur scène, autrement dit, sans personnage. Oui. Parce que moi, quand je monte sur scène, d'habitude, je suis quelqu'un d'autre. Ah oui, hein? Et puis... Mais moi, ça me fait penser un peu, il y a des gens qui écrivent leur autobiographie, qui vont écrire leur mémoire. Est-ce que ce serait un peu votre façon à vous de nous partager ça? Ben, en quelque sorte, oui, c'est des moments de ma vie, mais je trouve pas, tu sais, j'aurais jamais eu l'idée, admettons, d'écrire un livre sur moi. Je trouve que je suis pas assez intéressante pour ça, là. Mais chacun de nous, on a des moments qui ont changé notre vie ou des moments charnières qui nous ont propulsés. Puis moi, ben, mon enfance, j'ai une famille très colorée. Puis, tu sais, déjà en partant, moi, je restais à Petite-Rivière-Saint-François, dans Charlevoix, mon enfance. Puis on restait, mon père, ma mère, ma grand-mère et les 3 frères de ma mère dans la même maison. Donc, c'est une commune. Donc, il s'en est passé des affaires, là. Donc, des trucs très, très drôles. Il y a des trucs tendres. Il y a des trucs émouvants dans le show, mais il y a des trucs très, très drôles aussi. Les gens rient beaucoup. Mais ce dont je suis plus fière, c'est que les gens qui sont devant mon spectacle, parce que je l'ai joué l'année dernière, toute l'année, ils me disent « Mon Dieu, ça fait du bien. Mon Dieu, que ce spectacle-là nous fait du bien. Ça nous ramène à nos propres familles, aux gens qu'on aime, à nos amitiés. Les gens se reconnaissent là-dedans. Donc, oui, complètement. Puis c'est un show plein de bienveillance. Puis je pense qu'on en a bien besoin en ce moment. Tu as parlé des différentes valeurs véhiculées, les thèmes d'Yvon qui vous touchent plus. Là-dedans, justement, il y a la famille. Donc, vous l'avez dit, vous venez de Petite-Rivière. Est-ce que de venir jouer dans votre région, ça change un peu la relation avec le public, puis cette thématique-là? Bien, c'est sûr que c'est très, très important pour moi. C'est ma terre natale. Hein? Et puis, mes parents, ils viennent tous les deux de Petite-Rivière. Tu sais, j'étais un pur produit charlevoisien, donc ça me rend très, très fière. Un produit du terroir. Complètement. Puis j'en suis très fière. Puis j'ai encore une maison là-bas à Petite-Rivière. Tu sais, Charlevoix, on va le dire, là, c'est le plus beau coin du monde. Là, soyons chauvins. Là. C'est le plus beau coin du monde. Ça s'arrête là, c'est tout. Donc, d'aller jouer là, moi, pour moi, tu sais, dans mon spectacle, je parle du fleuve, de l'importance que ça a eu. Mon père était navigateur, tu sais, c'était de jouer là, à côté du fleuve, là, pour moi, c'est avec des gens qui comprennent vraiment là, cette relation-là. Ben oui. Et la famille qui est encore dans la région aussi? Oui, la famille. Fait que là, j'ai des tantes puis des oncles qui vont être là, c'est sûr. Mes parents vont venir. Mais j'espère que les gens vont être nombreux parce qu'ils vont se reconnaître. Ils vont reconnaître des bouts de leur vie. Des fois, la vie, c'est drôle. Des fois, ça l'est moins, tu sais. Mais Yvon Deschamps, il y a des chansons extraordinaires pour
nous aider à comprendre, tu sais. Parce que, tu sais, je te donne un exemple, tu sais, dans le spectacle, c'est sûr que je vais chanter les fesses. C'est incontournable de chanter les fesses d'Yvon Deschamps. Mais comment j'ai pu le raccrocher à mon histoire personnelle? Ben, je l'ai raccroché à une anecdote concernant une tante de ma mère qui était très, très, très scrupuleuse. OK. Tu comprends? Oui. Donc, je le raccroche avec ça. Tu sais, je te dis pas comment, là, mais je le raccroche avec ça. Fait qu'il y a plein de choses comme ça dans le show qui sont très, très amusantes. Puis j'ai des musiciens formidables aussi. Là, Oui, c'est ça. Là. Vous n'êtes pas seul sur scène, vous êtes bien entouré. Vous avez un band. Non! J'ai un band, j'en reviens pas. À chaque fois que je me pince, c'est sous la direction de Jean-Fernand Girard, Michael Pucci, Francis Covan, Patricia Deslauriers, qui est au domaine Forget. Oui. Et Gabrielle Gélina qui la remplace parfois, mais Patricia Deslauriers travaille maintenant pour le domaine Forget en direction artistique. Des musiciens formidables qui participent avec moi. C'est une ambiance de bonheur puis de joie qu'on essaie de transmettre aux gens. Puis je pense que jusqu'à maintenant, en tout cas, la réponse est très, très favorable. Et si j'ai bien compris, le fait que vous soyez attaché à Yvon si tôt, on comprend que le spectacle peut s'adresser à tout le monde, jeune, moins jeune, de Charlevoix ou pas. Ah, oui, complètement. Je veux dire, le spectacle est abordable pour tout le monde. Puis justement, tu sais, c'est drôle que tu en parles parce que l'année dernière, il y a beaucoup de jeunes, tu sais, des jeunes de 20, 25, 30 ans qui ne connaissaient pas Yvon Deschamps. Et qui sont venus accompagner leur mère ou leur père. Puis après, j'avais des commentaires en me disant, mais wow! On ignorait complètement l'importance de ces monologues, de ces chansons, de ce qu'il a fait pour la société québécoise, Yvon Deschamps. Fait que ça, c'est une autre partie de mon plaisir de faire découvrir à quel point cet homme-là a été fondateur du Québec dans lequel on habite maintenant. Mais oui. Et justement, pour terminer, Yvon, là-dedans, comment il a appris la nouvelle, comment il a réagi à cette proposition-là? Ben avec beaucoup de joie, je dois t'avouer, parce que c'est sûr que je suis allée demander la permission, si je pouvais faire ça. Puis il me dit, écoute, je suis tellement content que quelqu'un pense à mes chansons. Parce qu'il dit, beaucoup de gens viennent me parler de, hey, on peut-tu faire un show avec tes monologues? Puis je les comprends, là, mais moi, à mon sens, moi, je pouvais pas faire ça. C'est que Yvon qui peut faire les monologues pour moi. Oui, il y a sa façon à lui de les présenter. Mais il m'a dit, c'est la première fois que quelqu'un vient me dire, écoute, je veux faire un spectacle avec tes chansons. Puis ça me touche énormément. Parce qu'Yvon Deschamps, on le sait pas, mais il a écrit plus de 50 chansons. Oui. Ben, moi, donc, je me souviens, mes parents avaient des vinyles des chansons d'Yvon. Moi, je comprenais pas. C'est pas censé être quelqu'un de comique, ça? C'est ça qui était formidable, parce que dans ses chansons, il se permettait un côté beaucoup plus vulnérable, puis beaucoup plus sensible, tu sais, pour aborder les émotions, tout ça. Donc, il y a des chansons extraordinaires. Puis, il était très content. Il m'a mis une seule condition. Il dit, je veux que tu fasses mon show, puis tu as toute ma confiance, puis je suis vraiment content. Mais je veux que tu chantes une chanson qui s'appelle « Seul ». OK. Que je connaissais pas. Ils vont écrire les paroles et c'est Serge Fiori qui a fait la musique. OK. Il dit, c'est important pour moi que tu chantes cette chanson-là. Va l'écouter, puis tu me diras, c'est une chanson extraordinaire. Est-ce que c'est une chanson plus récente? Oui, c'est une chanson un peu plus récente que je connaissais pas du tout. Et qui est belle, qui est d'une beauté. Là, les gens sont vraiment émus quand on chante cette chanson-là. Donc, c'était la seule condition qu'il m'a mis, puis il a dit, t'as toute ma confiance. Puis quand il a vu le show, quand il est venu voir le show à la Place des Arts, il était tellement heureux, il était tellement content. Les gens l'ont applaudi. Moi, je suis contente de redonner tout cet amour-là qu'on a pour Yvon à travers mon spectacle. Oui, vraiment. Mais en tout cas, ce sera un rendez-vous pour un soir seulement au domaine Forget Saint-Irénée, donc le 11 novembre prochain. Merci beaucoup, Guylaine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le jour de l'armistice, le jour de la paix. Oui, en plus. Ça donne bien. C'est le jour de la paix. Ouais, c'est belle façon de fêter ça. J'attends les gens en grand nombre. Oui, merci beaucoup, Guylaine. D'accord. Merci, bye-bye. Bye. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.